Alors, souvent, quand après un film, on est un peu ému, on ne parle pas tout de suite quand on est dans la salle. Donc, je vais en profiter pour parler avec Nourit. Je voudrais vous dire comment j'ai connu Nourit. C'est dans une école de cinéma, et pas des moindres, à la FEMIS. Nourit enseigne le cinéma. D'abord, je voudrais vous dire une chose très simple, je ne sais pas si vous le savez. Nourit est la première femme caméra. C'est vrai, hein, en avec Europe. La carte, Voilà, avec une carte qui authentifie ça, mais c'est quelque chose d'important. Le cinéma est un monde d'hommes dans lequel il y a certes des femmes, des scripts, des actrices, quelques réalisatrices, mais c'est un monde dans lequel il n'y a finalement pas assez de femmes et pas assez de femmes reconnues. Et Nourit fait partie de ces femmes devant lesquelles on s'incline, devant lesquelles, non pas parce que vous avez intérêt à vous incliner devant Nourit, parce que sinon ça ne va pas aller, mais aussi c'est quelqu'un qui a une très grande force parce qu'elle sait passer aux jeunes, aux élèves, ce qu'elle sait faire et provoquer ça chez eux. Je voulais te rendre hommage. Après, on verra sur le film ce qu'on a à dire, mais déjà ça, c'est quelque chose d'assez rare, de passer ce qu'on a de meilleur à la jeunesse. Et c'est quelque chose que tu continues à faire. Tu étais la semaine dernière à Sam Spiegel School à Jérusalem. Donc voilà. que j'adore faire. Oui. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la seule chose que je crois que je sais faire, c'est ça. Après, Il y a des films aussi. Hein. Donc dire aussi qu'elle a fait l'image des films d'autres cinéastes. On va aller très très vite. Il y en a une centaine. Je ne vais pas retracer toute la carrière parce que c'est autour de ce film qu'on va parler. Mais quand même vous dire que si certains d'entre vous, vous aimez les films de René Alliot, de René Ferré, si vous avez été sensible à certains grands plans séquences chez Guitaille, la fin, là, je pense, tu sais, les grands panoramiques que tu fais, c'est vrai qu'elle a travaillé avec ces cinéastes-là. Et Varda, pardon. Il disait les hommes, la femme. Effectivement, entre autres, hein, mais c'est vrai que c'est important. Et la troisième chose que je voulais dire avant de lui laisser la parole, c'était que, ben, évidemment, elle est réalisatrice. Chef opératrice, réalisatrice, ce n'est pas la même chose. La plupart du temps, quand un chef opérateur, en tout cas dans le cinéma français, passe du côté de la réalisation, ça donne des très jolis films qui souvent sont dans le décor, sont dans la beauté, dans l'esthétique, et qui souvent restent un peu en surface d'un sujet. Je pense qu'on ne peut pas dire ça de toi, et d'ailleurs le fait que tu aies choisi le documentaire pour tes films fait que du coup, tu t'imposes d'aller prendre le soc et d'aller dans la terre aride que tu nous montres dans ces films. Alors, juste évoquer très très vite 2-3 films, pour ceux qui ne les auraient pas vus et vous donner envie de les voir. Les films qui sont autour de la langue, on va dire. Les films qui sont centrés sur l'affect de la langue. Les films qui parlent aussi de comment une langue sacrée est devenue une langue vernaculaire, une langue de tous les jours, et comment l'hébreu, c'est drôlement compliqué justement parce que vous passez du sacré au profane, et c'est complexe en Israël. Et aussi, bien évidemment, tout à fait logiquement, traduire le fait de se poser la question de comment quelque chose peut passer d'une langue à l'autre, et jusqu'à Annonce aujourd'hui, mais quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression que je trace un itinéraire où tu es dans le même sillon. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Oui, absolument. Mais je ne vais pas parler là, j'espère que tu vas nous parler du film. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Peut-être on se met plus ici. D'accord. Ah oui, pardon, il y a le cadre. Il y a le cadre. Tout à fait. Bon. Alors, c'est vrai que... Tu as promis les annonciations. Je n'ai pas promis les annonciations, mais comment tu... je lui ai juste dit que bon, moi, je suis une prof, je ne suis pas une créatrice, donc je travaille. Et je travaille, j'avais déjà vu le film, pour pouvoir m'engager à venir devant vous. Je voulais d'abord le voir, même si j'ai une immense confiance en Nourit, quand même, je voulais le voir. Et j'ai été émue par ces paroles de femme, mais aussi, je dois dire, par le fait que tu t'attaques à la question de l'annonciation dans sa figuration. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'annonciation au cinéma. Il y en a vraiment très peu. Il y a des métaphores d'annonciation, mais l'annonciation à la Vierge Marie, bon, bien sûr, toi et moi, je pense qu'on passe à Je vous salue Marie, quand même, de Godard, où l'archange Gabriel est une espèce de brute épaisse, rugbyman échappé d'un vestiaire qui maltraite Marie. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Et là, je trouve que la façon dont tu t'es
attaqué à la peinture, en fait, à filmer la peinture, à oser confronter le cinéma à la peinture, et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est que, bon, on l'entend avec Madame Gautreau, hein, qui parle beaucoup de l'Annonciation de Lorenzetti, qui est considérée par Daniel Arras, auquel on ne rendra jamais assez hommage. Je vous conseille vivement, si ces questions d'Annonciation vous intéressent, de lire le livre de Daniel Arras, Histoire de peinture, parce que je me suis replongée dedans pour venir ici, c'est magnifique. Il explique ce qu'on aimerait faire en cinéma, enfin en tout cas en critique de film, ce qui est mon métier à moi, ce que j'aimerais savoir faire, c'est-à-dire partir de l'objet, le décrire avec une attention extrêmement minutieuse, pour qu'ensuite, petit à petit, de la pensée du concept arrive et naisse de cette description. Et c'est vrai que quand il parle quand j'avais lu ce matin, avant de venir travailler pour nous préparer ce soir, j'ai cette description de l'Annonciation faite à Marie de Lorenzetti, de comment effectivement la colonne centrale sépare l'espace de Gabriel, de l'espace de Marie, comment effectivement il arrive à lier cette chose extrêmement complexe qui est la perspective, la naissance de la perspective au XIVe et XVe siècle en Italie, c'est-à-dire la façon dont construire le sol, construire le damage, construire la ligne de fuite, c'est-à-dire mesurer l'espace des humains, comment ça s'est mis au service d'essayer de figurer l'infigurable. Oui, mais... L'incarnation. Vas-y. Non, mais je crois que pour moi, si j'ai touché, évidemment, avec Arras, etc., c'est que je crois ce qu'il dit Marie-Josée Monzin, et que j'ai lu par ailleurs, que il y a théologiquement, Dieu a décidé de se rendre visible. Hein. Et au moment, en s'incarnant, au moment où c'est ce fait qu'il se rend visible, il est représentable. Hein. C'est-à-dire que quelques siècles plus tard, c'est-à-dire la différence entre le judaïsme où c'est interdit, avec l'islam, bon, c'est interdit aussi. La figure humaine, hein. La figure, non, d'abord c'est Dieu. Hein. Oui. Donc, mais là, et par les christianismes, c'est ça que, tu sais, je pense toujours à Godard, qui a dit, quand vous voyez un camion, pensez à Duras, parce qu'elle a fait les films de camion. Moi, je dis, quand vous voyez une image en Occident, n'importe laquelle, pensez incarnation, donc annonciation. C'est-à-dire que le moment de l'incarnation, c'est le moment de l'annonciation. Tu peux expliquer un petit peu, parce que si le film est émouvant, donc il y a quand même énormément de pensées dedans. Tu peux reprendre cette chose-là? J'ai dit que j'ai compris que d'abord l'image est interdite par le judaïsme et le christianisme, mais quand même une sorte de suite. Hein. Mais là, avec l'idée que Dieu, ce que Marie dit, il y a comme, bon, je ne vais pas rentrer dans la théologie comme ça, mais il y a quand même l'idée que Dieu s'incarne dans une femme, et c'est Dieu, hein, le Fils en tant que Dieu. Et à ce moment-là, il se rend visible. Dieu se rend visible en tant que Fils. Donc, c'est pour ça que l'iconophile plus tard pouvait dire qu'on peut représenter Dieu, parce que ce qui est interdit, c'est l'image de Dieu. Et là, l'image est permise grâce au christianisme. Moi, c'est ma dette au christianisme, qu'il a permis l'image dans l'Occident, avec l'idée de l'incarnation. L'idée, c'est bien ce qu'il dit Marie-Josée Monzin, l'invention de l'incarnation, l'incarnation comme invention. Mais cette invention-là a permis l'image en Occident. C'est-à-dire que chaque image qu'on voit aujourd'hui, on sait que c'est en Occident, hein, parce que je ne rentre pas, c'est grâce à cette idée de l'incarnation. Et les moments de l'incarnation, c'est lesquels? C'est les moments où Marie dit oui. Je veux dire, c'est une fiction, on est d'accord, mais c'est ce qu'il dit Marie-Josée Monzin. Mais quand Marie dit oui, à ce moment-là, c'est le 25 mars, les catholiques le fêtent, c'est c'est 9 mois avant, c'est exactement 9 mois avant sa naissance, le 25 décembre. Et ce moment-là, c'est le moment de l'annonciation. Quand Marie dit oui, Dieu s'incarne en elle, il va se rendre visible sous la forme du Fils, et du coup, on pourra représenter Dieu et le Fils et l'homme à travers lui. Donc pour moi, toute image en Occident, elle est liée à ça.
Mais là, Pas pour moi, je dis ça, je ne l'invente pas, hein, c'est Marie-Josée Monzin qui le dit dans le film. oui, d'autres comme Ouais, Rachel d'autres, nous en ont dit, mais c'est ça. simplement, la question c'est comment toi qui es cinéaste, Ouais, exactement. tu passes ça. D'abord, moi j'ai l'impression que c'est autant, quand je te vois ton film, j'ai l'impression que c'est autant, pardon, la question de l'incarnation, c'est-à-dire comment la chair, comment le verbe est devenu chair, effectivement, et je voudrais redire ce que dit dans l'évangile de Luc Marie, fiat mi secundum verbum tuum, c'est-à-dire qu'il en soit de moi selon ta parole. C'est-à-dire cette acceptation, c'est ça, ce oui qui est à ce essentiel. moment-là qu'elle tombe Voilà. enceinte. Hein. Exactement. Mais c'est aussi le fait que ce oui est dit par une femme. Et là, bien sûr, c'est toute l'histoire sainte, d'accord, mais aussi le fait que tu as choisi de ne prendre comme interlocutrice que des femmes. Donc ça, ce serait intéressant que tu nous en parles un peu. Des femmes qui parlent des consentements de femmes. C'est-à-dire qu'il y a tout au long du film l'histoire des consentements. Même quand Sarah, la psychiatre, parle de cette histoire de cette femme qui chaque fois elle a rêvé des enfants morts et elle n'a pas, chaque fois elle les a perdus. Les moments où elle consente, par elle, et je dirais elle adopte, parce que je crois le consentement, l'adoption, c'est des sujets qui sont là sous des formes. À ce moment-là, l'enfant a pu être et naître. Je parle, donc il y avait consentement. Et pour moi aussi, il y a le sujet de l'adoption. Il vient plusieurs fois dans le film, mais pour moi, pareil, je crois qu'une femme même, il n'y a pas l'enfant naturel. Hein. Pour moi, il y a que la femme adopte, c'est-à-dire qu'elle accepte, symbolise le fait qu'elle a un enfant, qu'elle peut avoir un enfant. Donc l'histoire de l'adoption, elle revient souvent, même avec Moïse. Hein. L'histoire, donc le sujet, comme ça, il vient tout au long du film, sous des formes différentes. Hein. Et donc, dans ces cas-là, les consentements, c'est Marie, mais je vais en arrière, parce que c'est des textes, c'est dans le contexte, c'est-à-dire que Marie, il y a des phrases, moi qui lis le Nouveau Testament en hébreu, et quand je les lis, je retrouve exactement les phrases chez Sarah qui étaient dites à Marie. Donc les textes parlent entre eux, et les textes circulent, et qu'est-ce que cette circulation fait? Produit comme interprétation dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on en fait avec ces textes-là? Hein? Je les considère comme textes, hein, qui se parlent entre eux. C'est pas... Et après, oui, qu'est-ce que je... Bon, pourquoi les femmes? Pour moi, c'était comme une évidence, mais plutôt par la voix. J'ai pensé que des femmes ont entendu des annonces. C'est des hommes qui l'écrivent, j'imagine. Eux, ils savent que les femmes ont entendu des annonces. Moi, j'avais envie d'entendre les voix des femmes. Il n'y avait pas autre chose, a priori, au départ, comme chose forte que j'avais envie d'entendre. C'est comme quand on écrit une musique pour cette voix des femmes. Hein. Donc, par rapport à entendre les voix qu'elles ont entendues, je ne sais pas quelle voix avait l'ange, mais bon. C'est surtout du texte écrit qu'elle voit dans la peinture. C'est-à-dire, oui, on ne sait pas quelle voix avait l'ange, mais dans la représentation occidentale, avant le cinéma, c'est d'abord de l'écrit. C'est du texte qui va de gauche à droite, de l'ange vers Marie, et de droite à gauche vers l'ange. Parce qu'elle fait en hébreu. Oui. Donc elle fait de droite à gauche, et l'ange, elle lui parle en latin. Il y a aussi qu'elle passe à droite. Il y a aussi qu'elle passe à droite. Mais par rapport à ça, on retrouve d'ailleurs une autre des passions qui est celle de la langue. Moi, je veux dire, je suis très émue au début du film par le fait d'entendre le texte de Luc en grec, pardon, et puis d'entendre de l'hébreu et d'entendre de l'arabe. Ça, déjà, ça, merci. Merci, oui, mais merci à toi de les signaler, parce qu'en fait, moi je crois que pour moi c'est un geste, du cinéma, mais il est quelque part politique aussi. Hein. Et que mes films ont l'air de ne pas être politiques, moi je considère que tous sont très politiques, mais autrement politiques. Hein. Et là,
Le fait juste qu'on attend en 3 langues les annonciations, pas les annonciations, les annonces, on a fait un petit glissement. Et oui, c'est important, en effet, qu'on entend dans ces langues-là. Hein. Et d'ailleurs, l'annonce en arabe, c'est l'annonce à Marie, dans les Corans. C'est l'annonce à Marie, en arabe. Ça, pour moi, c'est clairement politique. C'est vraiment, et je trouve que ce soit au début du film, cette ouverture-là, ça met, si j'ose dire, une perspective, tu sais, comme on disait, qu'effectivement, dans la nation. C'est-à-dire que ça creuse. Arras dit la peinture pense. Moi, je crois que le cinéma pense. Et qu'effectivement, des films comme ça démontre que le cinéma pense. Et c'est aussi comment c'est filmé, il faudrait le dire. La terre qu'on voit, la terre extrêmement sèche, c'est tourné où, même par principe, pour le dire, même si je crois qu'on sait. Comment on l'appelait, cette terre-là? Appelons-la la terre promise. Hein. D'accord. Mais bon, promise à je ne sais pas quoi. C'est pas qui. À qui, comment, pourquoi, mais bon. Mais bon, ça par exemple, cette terre partagée en tout cas, on peut dire, c'est fort, enfin je ne sais pas vous, et on va vous passer la parole quand même, parce que moi j'ai assez parlé, mais on sait que c'est la terre, appelez-la de Palestine, d'Israël, appelez-la comme vous voulez, on sait que c'est cette terre-là. On sait que ces énormes mouvements d'appareils comme ça, enfin tu n'as pas une grue avec 100 mètres de rail, je sais bien que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais quand même cette façon de nous faire tourner, hein, en panoramique, c'est pas la question de la technique qui est importante, mais comme ça, nous donner à voir autour de nous, de nous obliger, je ne sais pas si c'est le terme, mais de nous proposer que notre regard circule comme ça. C'est faire autre chose que fait la peinture, qui propose une surface frontale, avec une perspective vers l'intérieur et figurée. Là, c'est encore une autre façon de se reposer la question de la profondeur. Mais la profondeur au sens strict du terme, c'est-à-dire la pensée, de comment elle s'incarne justement dans le cinéma, à travers la terre, à travers le ciel, à travers ces façons de présenter ces femmes sont toujours les mêmes, un rituel que tu as installé, hein, vous savez, le noir et blanc, la couleur, etc. Donc, beaucoup de spectateurs, c'est pas moi qui l'a dit, beaucoup de spectateurs ont parlé ont associé à ça l'incarnation. C'est-à-dire que les femmes qui sont en fixe, commencent à bouger, et que du noir et blanc ça devient la couleur. C'est plusieurs fois que j'ai entendu dans la salle que c'était pour eux une forme d'incarnation. Ce qui est une excellente transition pour vous passer la parole. D'abord, j'aimerais dire trois choses un peu différentes de ce que j'avais dit peut-être la dernière fois. La première chose, j'aimerais justement me focaliser sur un élément de mise en scène que je trouve là particulièrement fort en émotion, c'est lorsque nous arrivons au terme de la présentation faite par Marie Gautron, donc à la fois donc d'éléments qui appartiennent au registre de la peinture du Quattrocento d'une part, et d'autre part des éléments qui sont des éléments biographiques. Ce qui est très beau, c'est de voir le changement de registre vocal, enfin le sentir. Quand Marie Gautron parle donc de la peinture, il y a une assurance universitaire qui est très, très enivrante. Elle aimerait être un élève de Marie Gautron, et puis il y a un arrêt, une pause, et puis son visage change, et elle revient sur un récit fondateur, hein, pour elle, le récit de sa naissance, et puis d'ailleurs, il y a quelque chose d'un sens narratif très très fort, puisqu'il y a quelque chose qui arrive qu'on n'imaginait pas comme spectateur. Une émotion arrive, et au moment où l'émotion l'étreint profondément, vous faites une coupe que je trouve absolument admirable. Vous proposez comme un pillow shot, comme on a pu le dire des Ozu. Moi, j'ai vraiment pensé beaucoup à Ozu, comme ça, c'est un plan où il y a une pause, on voit la coupe de fruits, de poires, et puis à ce moment-là, je veux dire, on a la possibilité de respirer, enfin que l'émotion respire, et cette émotion respirant, laisser donc le soin à Marie Gautron de pouvoir continuer sur le registre du off, ça témoigne d'un sens de la pudeur qui est vraiment très très beau. C'est le premier point que je voulais dire. Et justement, vous faites partie de ces grands cinéastes, pour moi, qui considèrent que l'image est un seuil. C'est-à-dire que l'image est une bordure entre le dedans et le dehors, c'est une lisière entre l'intérieur et l'extérieur. L'image est une ligne à partir de laquelle deux mondes communiquent. Hein. C'est le monde des corps, et c'est le monde du langage, c'est le monde du sacré, c'est le monde du profane, c'est le monde de ce qui est humain, et puis c'est le monde aussi de ce qui relève du théorique, du paysage.
Et ce qui est très très beau dans cette considération que l'image est un seuil, c'est que du coup, ça induit aussi, je reviens sur ce motif qui me semble vraiment très important par rapport au film, de la respiration. Et notamment, vous avez cette manière très protocolaire, parce que vous la répétez cette fois, de laisser du vide à gauche ou à droite du cadre lorsque vous avez affaire à vos interlocutrices. Et ce qui est très très beau, c'est là aussi de voir que quand ça parle, à côté, la parole, elle doit aller quelque part. Enfin, elle vient de quelque part et elle doit probablement aussi aller ailleurs. Et cette manière comme ça de laisser respirer les images est très très belle. C'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était pour dire que d'une certaine manière, les annonces ou l'annonciation dont il est question dans le film, c'est peut-être la matrice sacrée de ce qu'on a appelé beaucoup plus tard, dans un certain registre philosophique, la performativité du langage. Enfin, ce sont des actes de langage. C'est comme ça qu'elle est enceinte. Voilà, dit dans les termes de John Huston, comment faire des choses avec des mots. Qu'en dire, c'est faire. Mais la question du cinéma, c'est pas simplement celle-là, c'est plus loin, c'est qu'en dire, c'est faire voir. Et la question que j'aimerais vous poser, du coup, c'est de savoir si le dire est forcément toujours prédéterminant par rapport au faire voir, ou bien est-ce que, comme le penserait Godard, je pense, il faudrait libérer le voir du dire pour le restituer absolument pur de toute, justement, forme de prédétermination langagière. Difficile à répondre à cette question, mais pour moi, je crois que c'est important, vraiment l'entre-deux. C'est-à-dire que c'est entre, c'est pas l'un ou l'autre. C'est dans cet espace entre. Vraiment, ça, c'est que j'essaye de faire tous mes films tout le temps. Entre une langue et une autre, entre le sacré et le profane, et traduire entre les deux langues. Et même dans le film d'une langue à l'autre, il y a deux poétesses qui parlent de... Il y a Raviva Pedaya qui dit entre mon arabité et mon hébraïté, un point aveugle. En hébreu, parce qu'il y a un jeu de mots, ivriuti ve arvuyuti nekudat ivaron. Parce que vous attendez ivaron, c'est comme ivri, arvuyuti. C'est les points aveugles. Et de là, pour elle, surgit la poésie. Entre les deux, les points aveugles. Et c'est vraiment la réponse. Je crois que c'est par les points aveugles. Vous faites une défense et illustration de l'image dans vos films. Enfin, c'est ce que vous avez expliqué au tout début du dialogue. Et paradoxalement, c'est paradoxal, c'est qu'à travers vos films, vous parlez surtout de langue et de parole, justement. Et je voudrais savoir quel est votre sentiment de ce qui est devenu le monde actuel, de ce qui est devenu l'image dans le monde actuel, et ce que cette dégradation, entre guillemets, du monde de l'image, et des conséquences. Bon, je peux que citer Marie-Josée Monzin, c'est-à-dire que l'image, elle peut être cette image qui est complètement fusionnelle, qu'on est complètement attiré par elle, et l'image, c'est comme toi tu dis, Carole, l'image peut donner à réfléchir. C'est-à-dire que ça peut être là, et ça peut être l'autre. Et je crois que c'est comme toujours une question d'interprétation. Je ne vois pas, peut-être toi, par rapport à la question, C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez lu monsieur Serge Danet. Serge Danet était un critique qui parlait du visuel. Quand il parlait du visuel, il voulait parler d'un flux d'images qui, justement, est de l'ordre du fusionnel, qui est justement quelque chose qui ligote le spectateur, soit par l'émotion, soit par le flux, soit par l'intensité, la violence, tout ce que vous voulez, qui fait que l'humain dans le spectateur est réduit au minimum. Et puis, il y a les artistes qui considèrent que le cinéma, ça n'est pas de la réduction d'humain, c'est pas des gigarons, mais au contraire, justement, donner la possibilité que quelque chose, oui, qu'on touche à l'essence de l'humain quand on voit un film. C'est intéressant votre rapport avec Godard, parce qu'effectivement, Godard est tellement loin de nous, non pas dans l'intensité du cinéma, mais dans la conception du cinéma, que justement, c'est une force de les rapprocher. Pour Godard, il n'arrête pas de dire quand est-ce qu'on va montrer les choses, quand est-ce qu'on va arrêter de dire les choses, sauf que dans ses films, comme vous le savez, ça parle sans arrêt. Et il a besoin de cette transgression de l'interdit qu'il se pose lui-même,
du texte pour arriver à construire ces narrations. Toi, tu pars au contraire sur l'amour du texte, l'amour de la langue et l'amour de l'image. Et c'était très fort ce que tu disais tout à l'heure, ce fait que tu te situais entre. Le fait d'être entre permet justement d'éviter la fusion et permet d'éviter... on n'est pas non plus dans la distanciation. Il me semble que ce n'est pas ton problème, la distanciation brechtienne. C'est quelque chose qui permet de se placer un peu à côté. Et si le cinéaste se place un peu à côté, nous, on peut peut-être se trouver en face. Enfin, c'est un peu métaphorique, mais moi, c'est l'impression que j'ai quand je vois ces films-là, c'est qu'ils me plongent au cœur des choses. Et si on parle de forme cinématographique, les 2 fois que je n'ai vu le film que 2 fois, moi, et les 2 fois que j'ai vu le film, j'ai à chaque fois été bouleversée, mais comme devant un recadrage chez Lang, ou bien certaines façons de faire des tout petits mouvements chez Dreyer, lorsque c'est le diptyque, hein, non, le polyptyque, le polyptyque s'ouvre, et qu'effectivement, derrière l'Annonciation, on voit arriver, mais je sais bien que le peintre l'a prévu comme ça, qu'il a peint l'Annonciation sur les panneaux extérieurs, de manière à ce que quand on ouvre, on voit... Sauf que, c'est pas ce qui se passe. Là, il se passe qu'il y a un mouvement mécanique qui fait que devant une caméra immobile, on a une espèce d'ouverture, on a une espèce de naissance, enfin, c'est extrêmement sexuel comme façon de montrer ça, et on va vers autre chose. Et là, tu desquames l'écran. Je ne sais pas si c'est... Oui, mais ce que tu dis par rapport au sexuel, c'est qu'intéressant que dans le film, c'est dit, cette histoire d'ouverture est dit au moins 2 ou 3 fois. Hein. Déjà, c'est dit dans l'histoire de l'ouverture de la caisse de Moïse. Hein. Et elle dit qu'il y a un midrash qui dit que c'est érotique. Donc, cette ouverture de la... Hein. Et puis, il y a un autre moment où Sarah, dans le film, parle de changement de nom qui permet l'ouverture vers la maternité. Mais qu'est-ce que c'est ouverture vers la maternité? Dans le cas de Sarah, c'était pas fait, elle n'est pas vierge. Hein. Donc, ça s'est pas fait simplement plus. Non, mais... Et il y a une ouverture vers la maternité. Donc on parle de nouveau de l'ouverture. Hein. Et là, il y a cette ouverture-là. Hein. Et qu'effectivement, les tableaux ne s'ouvrent pas comme ça, parce que c'est des portes. Là, c'est un effet cinéma. Comment tu as fait? After Effects, facile. Hein. Hein. Ouais. Non, mais d'accord, mais j'ai trouvé extraordinaire, effectivement, que, bon, la possibilité que je... Bon, c'est ça. Tandis que normalement, c'est des portes qui s'ouvrent. Hein. J'étais très touchée par ce film, et je pense que maintenant, je ne verrai plus l'Annonciation, les annonces comme ça, mais je les entendrai. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est... J'ai l'impression d'entendre, d'être vraiment au cœur de ça. Et vraiment, pour moi, ce film est vraiment une grande qualité par rapport à la profondeur et les témoignages de ces femmes. Je trouve vraiment extraordinaire. De capter chez elles ce qu'elles ont ressorti, on a l'impression qu'elles donnent vraiment d'elles, quoi, vraiment profondément. Enfin, ça m'a vraiment touchée. Moi, j'aimerais que tu nous parles de ce moment où tu n'es pas à l'image, mais où ta voix arrive à la fin. Que dire de ce moment-là? Je peux vous dire, bon, les textes, je vais dire autre chose hein, par rapport à ça, mais les textes étaient écrits hein, avant que je fasse l'image. Et je suis même allée en Israël exprès parce qu'il fallait que je fasse, elle n'existait pas cette image-là. J'ai décidé d'écrire ce texte et je suis allée exprès en Israël pour faire cette image-là, juste pour ça. Hein. Et vous avez bien entendu ce que les textes disent. Oui, on peut à partir des textes décider de l'interpréter en faisant des guerres, en l'interprétant comme c'est à moi, on fait des guerres là-dessus, à partir des textes, parce qu'il y a des promesses. Hein, dans le moment où Dieu promet à Abraham la descendance, il lui promet aussi les pays là-bas. C'est dans le même texte. Je ne l'ai pas mis dans le film, hein, mais c'est là. Et où je dis, on peut faire autre chose, interpréter, faire des images, faire du cinéma, etc. Il se trouve, il y avait une date précise de tournage. La veille de ce tournage,
était assassiné à Gaza quelqu'un, je savais que la guerre va commencer. Je me suis dit, j'ai dit à l'opérateur, je fais un SMS, demain à 5 heures. Je savais qu'il commence une guerre. Donc, au-dessus de notre tête, quand je filmais ça, ça faisait les missiles, antimissiles, boum, 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 au-dessus de notre tête. Hein. Et on l'a filmé. J'ai dit, bon, on l'a filmé. Et donc, en haut, dans le ciel, c'était la guerre, mais vraiment, on l'a filmé, boum, boum, boum. Et en bas, on essayait à faire, monte un peu, descend. J'ai dit à l'opérateur, et tu te balades comme ça là-dessus. Donc, on est en train d'essayer de faire des images du film. Hein. Donc, c'était incroyable que vraiment, les textes étaient écrits avant, et on tourne, c'est le moment. Bon. Et quelqu'un m'a demandé pourquoi je n'ai pas montré le ciel qu'on a tourné avec Boum Boum. On aurait cru, c'était too much, on aurait cru que c'est une illustration de texte. Et il fallait que je sois assez forte pour ne pas les mettre, malgré le fait que c'était là. Et c'était le jour même, qui était prévu longtemps à l'avance. Hein. Mais ça, bon, en dehors de la grâce du cinéma, comment dire, c'est comme Romer qui met sur son plan de travail, le 23 décembre, il neige sur Clermont-Ferrand, il a tourné La Nuit chez Maud le 23 décembre et il neige. Il y a des moments comme ça dans le cinéma. Mais j'ai pas mis. Mais surtout, surtout ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, le fond de ma question c'était ça, est-ce que quand tu filmais ce paysage, tu l'avais pour toi en plan de fin, en réponse au plan de début, avec les trois langues, la coexistence des trois textes, tu le voulais en diptyque? Bien sûr, bien sûr. Non, mais oui, c'est pour ça que je suis allée là. Je suis allée là pour le faire. Hein. Je cherchais l'endroit, on a cherché toute la journée. Et quand, bon, oui, je le voulais absolument en réponse au reste. Oui.